Bonjour Pat donc et bienvenue donc sur ce rendez-vous du Texas Motor Speedway. C'est parti pour ce rendez-vous du Samsung 500 et c'est David Reutemann avec sa Toyota qui a fait la pole position. Jeff Gordon est à ses côtés sur la première ligne. Ouais, c'est parti pour 500 miles, ce circuit, donc 24 degrés d'inclinaison dans les virages. Et ici, regardez le virage numéro 2, c'est le plus compliqué. On revient de 24 degrés à 5 degrés, donc quasiment plat, en quelques dizaines de mètres seulement. On atteint les 300 km/h ici. Et David Reutemann, donc avec son double zéro, confirme ses bonnes dispositions. C'est l'une des surprises de ce début de saison 2009, puisqu'il est dans les 12 premiers du classement général. Vous savez qu'il faut absolument être dans les 12 en NASCAR pour pouvoir participer aux playoffs quand on atteindra la 26e course, c'est la 7e aujourd'hui. Et les playoffs offrent bien sûr la possibilité, seulement à 12 pilotes donc, d'être titrés. Et autre surprise de cette semaine, c'est Matt Kenseth qui s'élance de la 3e place. Et oui, mais il faut dire qu'au Texas, historiquement parlant, on vient depuis 1997, il y a eu beaucoup de victoires pour Jack Roush. C'est le propriétaire qui a vu le plus de pilotes sur la Victory Lane. Et Matt Kenseth, aujourd'hui 3e, est en train déjà de chasser David Reutemann qui s'est fait dépasser par Gordon. Gordon a donc mené au moins un tour, ça fait déjà 2 leaders en 3 tours et 2 fois 5 points de bonus à distribuer. On revient ici dans le trafic avec Kasey Kahne qui lui s'était lancé du top 15. Autres petites informations pour ce début de rendez-vous. Sachez que John Nemechek, Scott Speed, Jeremy Mayfield, Todd Bodine et Scott Riggs ne se sont pas qualifiés. Il n'y a eu qu'une seule place réservée au classement propriétaire qui a été utilisée, c'est celle d'Elliott Sadler, la 42e. Et on a vu plein de pilotes débarquer cette semaine comme Max Papis, Brad Keselowski, Bill Elliott et John Andretti, ce qui explique en effet le nombre impressionnant de pilotes habituellement sur la piste mis sur la touche cette semaine. Vous avez vu à l'instant les stats de Jeff Gordon ici, elles sont loin d'être ridicules puisqu'en 16 courses, il a fait 6 top 10 et sa meilleure place est 2e. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé dans ses premiers tours. Il y a peut-être eu une touchette ici entre Robbie Gordon, poussé par Kurt Busch, qui est très chaud Kurt Busch aujourd'hui. Apparemment Robbie Gordon, numéro 7, qui s'écarte un petit peu. Attention parce qu'on sort de 2 semaines de short track à des vitesses réduites. Bristol et Martinsville, ici c'est une autre philosophie. Ça va très très vite, donc la moindre touchette peut avoir des conséquences gravissimes. 190 miles de moyenne pour les qualifications, soit à peu près 305 km/h. Par contre en course, on est aux alentours des 170-172 miles, soit à peu près 280 km/h de moyenne lorsque le drapeau reste vert. Et habituellement ici, le drapeau reste souvent vert. Sur les dernières courses disputées, on a eu des longs runs et donc on a pu voir des courses qui se sont décidées au niveau de la stratégie de la consommation. Et pour la petite histoire, sachez que c'est l'année dernière qu'on a enregistré le record du plus petit nombre de drapeaux jaunes. Donc ça veut dire en effet que les courses sont rapides aussi bien en termes de vitesse moyenne mais aussi en temps global. Alors on vient de voir Greg Biffle et Carl Edwards, c'est les deux coéquipiers de la Roush Fenway Racing. Matt Kenseth est devant. On attend beaucoup de ces voitures de la Roush Fenway Racing aujourd'hui parce qu'elles ont été, il faut le dire, à la ramasse en globalité sur les short tracks et notamment à Martinsville. Et donc Carl Edwards, avec qui on est embarqué avec son canard coin-coin là, a gagné les 2 courses du Texas l'année dernière. On attend beaucoup de cette écurie. Jack Roush et son équipe a gagné ici 7 des 16 courses disputées depuis qu'on vient au Texas. Oui, et il ne risque pas de battre de l'aile cette semaine Carl Edwards, car c'est le pilote le plus victorieux ici, le seul à 3 victoires. Allez, on suit cette bagarre. Reutemann qui essaye de revenir sur Jeff Gordon, toujours sous la menace d'un Matt Kenseth qui reste à bonne distance. Reutemann a pris l'intérieur, il a pris la corde. Va-t-il passer sur Gordon? Oui, au 8e tour, il reprend la première place. Il semblerait que Gordon ait une très bonne voiture sur les short runs. On a vu qu'il a vite rapidement pris la tête dès le départ, mais apparemment il se plaint d'un petit souci de comportement de la voiture. Elle semblerait être de plus en plus survireuse au fur et à mesure des tours. La preuve, regardez, Kenseth en profite et vient lui chipper la seconde place pratiquement dans la foulée. Il vient de Floride, David Reutemann. On l'avait vu il y a 2-3 saisons commencer sa carrière en NASCAR en Truck Series. Et Michael Waltrip lui a fait confiance. Et cette année, vraiment, il nous épate. Il n'a jamais gagné de course, mais ça pourrait bien être pour très bientôt. David Reutemann et sa Toyota. Il a fait d'ailleurs une très belle 4e place à Las Vegas. Tiens, Las Vegas, c'est un circuit à peu près similaire au Texas. Ça veut dire qu'il a certainement ramené la même voiture, le même châssis pour aujourd'hui. Autre belle surprise, cet homme, Paul Menard, qu'on n'a absolument pas vu depuis le début de saison, venu
dans cette écurie de la Hall of Fame qui est un petit peu fusionnée avec la Yates Racing. Numéro 98, il a un gros avantage, Paul Menard, c'est qu'il a le papa qui lui sponsorise sa voiture. Papa qui est un gros industriel aux États-Unis, ça aide, mais ce n'est pas qu'un fils d'eux, puisqu'il est aussi dans le top 5 aujourd'hui. C'est une belle surprise. Kasey Kahne en train de revenir dans le trafic, le pilote de la voiture rouge à l'effigie d'un célébrissime limonadier américain. Marcos Ambrose est là aussi. Alors Marcos Ambrose, il reste sur 2 top 10 sur les short track, et pour un pilote étranger, car rappelons-le, il est australien. Aux États-Unis, quand on est en NASCAR, eh bien forcément on est étranger quand on n'est pas américain. C'est un peu logique, hein. Eh bien les étrangers se sont bien comportés sur les short tracks, comme Marcos Ambrose, on l'a vu à l'instant, mais aussi Juan Pablo Montoya, qui encore cette semaine a fait un excellent résultat en qualification, puisqu'il est 16e sur la grille de départ, juste derrière Jeff Burton, qui a gagné 2 fois ici. À l'époque où il était chez Jack Roush, il a gagné 2 fois ici au Texas. Et puis les autres pilotes qu'il faut surveiller cette semaine, parce que Kyle Busch, 7e actuellement, se débrouille toujours très bien sur les ovales intermédiaires. Et il a une revanche à prendre par rapport à la semaine dernière, forcément, où il a été vraiment malchanceux. Autre pilote, on l'a vu devant lui, c'est Tony Stewart, 6e, toujours bien classé au général, et surtout avec son nouveau statut de pilote propriétaire. Il est impressionnant. Je pense même que même lui doit se dire, tiens, quand même, ce que je fais en début de saison, c'est énorme. Oui, il s'y attendait pas, et je dois dire que moi non plus, hein, sincèrement. Personne, je pense. Quand on arrive à être propriétaire, même si on s'appelle Tony Stewart et qu'on est double champion NASCAR, quand on crée une structure, quand on engage des gens, il faut que la mayonnaise prenne. Alors certes, il a un gros avantage, c'est son expérience, son talent aussi. Tony Stewart est peut-être l'un des 2 ou 3 pilotes les plus talentueux de la NASCAR, et aussi l'apport technique de Hendrick Motorsports. C'est sûr que ça aide, mais néanmoins, Tony Stewart a fait un très très bon début de saison. Tour 39, on est un petit peu plus tard, et David Reutemann est toujours leader. Il est coincé dans le trafic. Là, il vient de faire l'intérieur sur Bill Elliott. Nous sommes toujours sous drapeau vert. Il n'y a pas eu de drapeau jaune depuis le début de ce rendez-vous. 2 leaders seulement, donc Reutemann et Gordon. Et Reutemann est en train de naviguer là dans ce trafic. On risque d'avoir, si on garde ce rythme-là, une nouvelle fois des pilotes qui vont être rapidement à un tour, voire même 2 tours. Et on devrait s'arrêter d'ici une petite dizaine de tours pour les ravitaillements en carburant. Voilà pour ce début de rendez-vous. Il a 1 seconde et demie d'avance, David Reutemann, puisqu'on aperçoit Matt Kenseth là, à l'extrême droite, la voiture jaune. Voilà. Tony Stewart, on en parlait tout à l'heure, a réussi à prendre la 3e place à Paul Menard. Stewart, en 6 départs cette saison, il a quoi en stock? Il a 4 top 10, 1 top 5. Ouais, et bonne surprise, c'est que son coéquipier, il a engagé aussi une autre voiture dans son écurie, c'est Ryan Newman, avait fait un début de saison calamiteux. Et Ryan Newman a très bien passé le virage des 2 short tracks, puisqu'il a fait 2 top 10. Et donc même la 2e voiture de Stewart Haas Racing relève la tête. Ryan Newman est maintenant remonté à la 18e place du classement général. Donc tout va bien pour l'écurie de Tony Stewart pour l'instant. Il y a des pilotes qui ont fait une très belle remontée déjà en ce début de rendez-vous. On parle par exemple de Kurt Busch, qui est passé de la 26e à la 19e place, alors que l'on voit à l'écran Drew Buckensdorfer, le chef mécano de Matt Kenseth. Ouais. C'est Blickensdorfer, avec cette paire chef d'écurie pilote qui ont ouvert la saison de manière fantastique, puisqu'ils ont juste gagné les 2 premières courses de l'année, c'est pas rien, surtout le Daytona 500. Et ensuite, Matt Kenseth est tombé un petit peu dans un trou intersidéral, et notamment dans les short tracks. Donc Kenseth ne panique pas, il dit c'est normal, il avait hâte de retrouver une piste de vitesse comme celle d'aujourd'hui. Oui, en attendant, il est 12e actuellement au classement général, après avoir mené les premières semaines cette série NASCAR Sprint Cup. On retrouve Marcos Ambrose. Regardez, une petite progression, mais une progression constante pour l'Australien qui, rappelons-le, a fait ses armes en V8 Supercars. On l'avait entreaperçu ces dernières années en tant que pigiste sur les circuits de Nationwide ou même de Truck Series, et puis on l'avait vu aussi participer aux courses routières. Il a fait 3e, comme on vient de le voir, à Watkins Glen l'année dernière. Marcos Ambrose, qui lui aussi est une belle surprise de cette année. Il peut être considéré comme lui aussi une voiture affiliée à l'écurie de Michael Waltrip. Alors Michael Waltrip, lui, par contre, a démarré loin aujourd'hui, au-delà de la 30e place, et il est encore loin pour l'instant, Michael Waltrip. Donc d'un côté, on a David Reutemann, le pilote de Michael Waltrip, qui fait un excellent début de saison, et pas seulement qu'aujourd'hui.
Et de l'autre côté, on a Michael Waltrip, le pilote propriétaire, un petit peu hein, à l'instar d'un Tony Stewart, qui lui est loin derrière. Ça va vite, hein, ça va très très vite. Les meilleures performances des Toyota. David Reutemann est en tête, Kyle Busch 5e, Marcos Ambrose 8e. Oui, c'est en effet pour l'instant une belle répartition des constructeurs entre Toyota qui mène, Chevrolet qui est aux aguets avec Jeff Gordon et Tony Stewart, et puis Ford bien sûr qu'il faut toujours surveiller ici, surtout ici, avec l'écurie de la Roush Fenway Racing menée par Matt Kenseth, voiture jaune qui vient de passer à l'instant. Chevrolet qui a attendu la semaine dernière, Philippe, pour gagner sa première course. Hein. Ils ont gagné à la 6e course avec Jimmy Johnson. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé parce que Chevrolet est le constructeur le plus représenté en NASCAR. On va atteindre maintenant la première fenêtre de ravitaillement. On s'arrête à environ tous les 50 tours. Et comme il n'y a pas eu d'interruption, attention, Matt Kenseth revient sur Reutemann pour la première place. Il va certainement attaquer Matt Kenseth. Reutemann était un peu concentré sur le fait de dépasser le 0,7 là, de Casey Mears, oui, qui lui alors est complètement à la ramasse en ce début de saison. Et puis surtout à l'approche des ravitaillements, je pense qu'il ne va pas y avoir trop de bagarres puisque forcément ils vont devoir décélérer pour rentrer à la bonne vitesse dans les stands. Donc je pense que ou Kenseth va rentrer ou Reutemann va rentrer dans quelques tours seulement. Ouais, mais il a quand même décidé de dépasser avant de rentrer au stand. Ça lui fait donc top sur la ligne ici. Ces fameux 5 points de bonus quand on est leader à un moment ou à un autre de la course. Alors Reutemann a fait la pole position. On n'a pas signalé que c'était sa deuxième pole position en 70 départs. Sa première pole avait été enregistrée à Homestead l'année dernière pour la dernière course de la saison. Et puis à signaler également la très belle performance de Joey Logano, 10e, qui est le rookie le plus rapide sur la grille. Il faut dire que Scott Speed, le mal nommé cette semaine, ne s'est pas qualifié. Il n'y a qu'un seul rookie officiel cette semaine sur la piste, même si Max Papis a officiellement le logo rookie, mais on sait que Papis, hein, c'est un vieux de la vieille. Et ça fait des années qu'il vient en NASCAR faire quelques piges. Oui, mais c'est seulement son deuxième départ sur ovale. Oui, et seulement, attention, hein, il ne participe pas toute la saison. Donc pour le titre de meilleur rookie, ça va être compliqué hein, pour Scott Speed. Même si on sait déjà qu'il est beaucoup nommé pour la future, et pour l'instant c'est un petit peu un serpent de mer, hein, mais pour la future écurie Formule 1 américaine. Avec AJ Allmendinger qui lui par contre fait une bonne saison, même si on l'a souvent traité un petit peu on va dire d'américain borné. C'est une véritable tête de pioche, on le reconnaît et je pense que tout le monde le sait. En attendant, c'est lui qui fait les meilleures progressions dans son écurie, on en reparlera tout à l'heure. Bah, c'est même lui qui fait les meilleurs résultats de la Richard Petty Motorsports, hein, à la surprise générale, puisqu'il ne devait même pas avoir de volant. Où ça va mal. Ouais, ça va mal pour Harvick. Ah oui, ça va mal, regardez. Il est passé de la 24e à la 33e place. Il est même 17e sur la grille. C'est pas encore une bonne semaine pour Kevin Harvick qui fait vraiment des résultats en dents de scie en ce début de saison. Kevin Harvick qui certes pour l'instant est encore pas trop mal classé au général puisqu'il est 10e. En attendant, il va être bientôt mis à un tour par Matt Kenseth. Ouais, il a peut-être une chance que les leaders s'arrêtent avant. Dans les stands, on voit Juan Pablo Montoya qui lui a fait un bon début de course et qui s'arrête, le Colombien. Montoya qui fait un début de saison tout à fait correct. Il est 14e du général. Il a avoué, parce qu'il est très ambitieux, que son but était donc de faire le chase, de finir dans les 12 premiers du général pour essayer de disputer le titre. Ça serait quand même assez étonnant qu'il dispute le titre, mais le chase, pourquoi pas, certains y croient, maintenant qu'il a acquis vraiment la réputation d'un pilote de NASCAR. Allez, les leaders sont dans les stands. Ici, Matt Kenseth, on le suit. Quel temps pour l'écurie 17, qui est l'une des écuries les plus rapides de la saison et d'ailleurs de toute la NASCAR sur les dernières années. Il y a régulièrement, vous savez, ces concours parallèles qui chronomètrent en course les voitures qui passent le moins de temps dans les stands. Ça veut dire qu'elles ont donc des mécanos très efficaces. Et à chaque fois, hein, la voiture 17, l'écurie de Matt Kenseth, se trouve parmi les meilleures, ou voire même la meilleure. Alors, est-ce qu'on a réussi à régler un petit peu le problème de Jeff Gordon, là, qui était passé de la première à la 7e place? Il avait une voiture qui partait en sucette un peu. On a essayé de mettre des coups de manivelle pour régler cette Chevrolet numéro 24. David Reutemann à son tour. Matt Kenseth a fait moins de 14 secondes comme d'habitude dans les stands. Sous drapeau vert, c'est très important. Et Stewart a mené, on le voit à gauche rentrer au stand. Il a eu le temps d'empocher 5 points de bonus. Je rappelle qu'on marque 190 points quand on gagne une course et 34 points quand on finit dernier.
14-5 pour David Reutemann, c'est moins bien que Matt Kenseth. Jimmy Johnson rentre dans les stands, Greg Biffle en sort, accompagné de David Ragan, son coéquipier de la Roche Fenway Racing. Voilà, nous avons donc là quelques échanges dans ces grandes et larges lignes des stands. Ça nous change et de Bristol et de Martinsville. Il y avait quelques contacts. Les stands sont évidemment petitesse du circuit oblige courbés, alors que là on a vraiment la place pour bien s'arrêter, même si Denny Hamlin visiblement a eu un petit souci. Est-ce que la roue droite arrière et dans les limites, oui, visiblement. Apparemment, les officiels en blanc, là, en combinaison blanche, ne font pas signe, donc ça va, il était dans les limites. Il a dû être un petit peu, ou soit il a oublié son stand, soit il y avait une voiture qui était devant qui l'a empêché de bien se mettre pour le ravitaillement. Alors voici, regardez Kyle Busch qui a des couleurs aujourd'hui en hommage avec le sponsor Interstate Batteries, en hommage à Bobby Labonte qui a été sponsorisé 10 ans par cette marque dont le siège social est à quelques kilomètres de ce circuit, donc ils ont voulu fêter ça. Bobby Labonte qui avait été champion en 2000 avec cette voiture exactement la même, les mêmes couleurs. Donc Kyle Busch porte une voiture historique et collector. Oui, rappelons que Bobby Labonte fait partie des Texans de la NASCAR. Oui. Ils sont deux frangins, Terry et Bobby, et être Texan et être champion de la NASCAR. On espère bien sûr le même sort pour les frères Busch, mais ça c'est une autre histoire. Voici le top 5. Après 54 tours, Matt Kenseth est en tête devant Reutemann Stewart. Et on a eu au 121e tour un drapeau jaune pour débris. On se retrouve un petit peu plus loin avec un nouveau leader, Greg Biffle devant Kenseth, Stewart, David Reutemann et Jeff Gordon. Vous voyez qu'on a un petit peu le même top 5 à une différence près, et elle est de taille. C'est que Greg Biffle, le coéquipier de Matt Kenseth, a pris les choses en main. On attendait la Roche Fenway Racing, elle est bien là. Après Kenseth, voici Biffle. C'est attendu, Philippe, mais c'est quand même une demi-surprise de voir Greg Biffle qui était assez discret depuis le début de saison. Greg Biffle venir se poster en tête. Confirmation pour Jeff Gordon, la voiture était très survireuse dans les premiers tours, même s'il a réussi à mener quelques tours devant David Reutemann. Et là, il revient justement, il a repris la 4e place, ou il va reprendre la 4e place, visiblement vu sa vitesse sur David Reutemann, tellement il va vite, Jeff Gordon. Autre information très importante, on ne l'a pas vu, mais Kyle Busch a eu un petit contact avec John Andretti. Il a eu donc une petite coupure sur son pneu. Et du coup, il était contraint de rentrer dans les stands sous drapeau vert. Il a ainsi perdu 2 tours. Oui, parce qu'en plus, lors de son arrêt au stand, il y a eu des problèmes de serrage d'écrou qui ont été oubliés. Et donc, c'est une mauvaise journée qui commence pour Kyle Busch. Oui, ça va être une course-poursuite pour revenir dans le tour. Alors, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et c'est bien ça le problème. C'est que pour être Lucky Dog, vous savez, être le premier pilote à un tour et bénéficier d'une invitation à revenir dans le tour en cas de drapeau jaune, eh bien, il va falloir qu'il double beaucoup de pilotes qui sont déjà à 2 tours comme lui, et après revenir dans un tour de moins. Bon bref, c'est presque une mission impossible pour Kyle Busch, d'autant plus qu'aujourd'hui on n'est pas parti pour avoir un grand nombre de drapeaux jaunes. Je vous le disais, l'année dernière on avait battu le record du plus petit nombre de drapeaux jaunes, c'était 5. On n'avait jamais vu ça dans toute l'histoire des courses disputées ici au Texas, et apparemment on est parti sur les mêmes bases cette année. Et nous voici dans la voiture de Mark Martin, le vétéran qui avait très mal commencé la saison et qui vient d'aligner 2 top 10 sur les 2 petits circuits de Bristol et Martinsville. Ça lui fait beaucoup de bien puisque du coup Mark Martin revient. Alors certes, il est encore assez loin au classement général, hein. Il est que 27e, mais on est encore en début de saison et les places se gagnent vite, elles se perdent vite aussi. Donc quelques bons résultats de suite, quelques top 10 et Mark Martin pourra de nouveau espérer être en course pour les playoffs. Dale Earnhardt Jr. sous les feux des projecteurs comme d'habitude avec un petit geste pour remercier en effet ce pilote de s'être écarté à son passage. Les pilotes savent rester polis. Le voici, Dale Earnhardt Jr. Il a été défendu cette semaine par son propre propriétaire, Rick Hendrick, qui a clairement dit « Je soutiens l'écurie numéro 88 » parce que ça fait quand même quelques semaines que et Tony Eury Jr. et Dale Earnhardt Jr. que l'on retrouve là ici quelques tours après une neutralisation au 225e tour. Ça fait quelques semaines quand même qu'ils sont un petit peu pointés du doigt par les spécialistes, par les observateurs, parce qu'en effet, les résultats se font attendre malgré ce nouveau statut chez Hendrick Motorsport qui est censé être l'une des écuries les plus fortes du moment. Alors, drapeau jaune, on vient après un drapeau jaune qui était provoqué par
le moteur cassé de Marcos Ambrose. Pendant ce temps-là, ça ne s'est pas amélioré pour Kyle Busch qui a été pénalisé encore pour excès de vitesse cette fois-ci. Donc vous le voyez avec sa voiture verte, il est toujours à 2 tours. Et puis il y a eu des problèmes aussi pour Dale Earnhardt Jr. qui a raté son stand après que ça ait cafouillé un petit peu dans son box. Donc lui aussi a maintenant pas mal de retard puisqu'il est 16e Dale Earnhardt Jr. Allez, comme lorsque nous sommes en direct, on va vous faire profiter du son des véhicules de la NASCAR sur ce restart. Ça ne plaisante pas sur la piste actuellement. On revoit ce qui s'est passé lors de la relance avec un Montoya qui a touché, semble-t-il, Carl Edwards qui a fait un beau survirage de 99. Heureusement, il a bien maîtrisé. Autre incident, peut-être impliquant Tony Stewart. Et David Ragan, non, peut-être pas. Ragan qui a peut-être déventé un petit peu Stewart en passant de droite à gauche et en revenant sur l'intérieur de la piste. En attendant, tout se passe bien pour Jeff Gordon qui remène donc à une petite centaine de tours de la ligne d'arrivée. Ils ont bien corrigé ce qui se passait dans la voiture de Jeff Gordon, ils l'ont bien rééquilibré. Il mène assez facilement pour l'instant devant son coéquipier Mark Martin. Matt Kenseth est 3e, Tony Stewart 4e, Ragan 5e. Et vous avez vu la difficulté pour Kyle Busch, il est aussi rapide que les leaders, sauf qu'il est à 2 tours. Et donc c'est un vrai casse-tête pour le numéro 18 que de revenir... on va dire dans les roues du leader, mais dans leur tour également, puisqu'il n'y a pas beaucoup de drapeaux jaunes et que même s'il dépasse, eh bien, il est à 2 tours. C'est horrible, c'est un sentiment horrible. Ouais, on trouve des pilotes comme Clint Bowyer à 1 tour, Kyle Busch à 2 tours, donc comme vous l'avez dit, il y a aussi Kevin Harvick qui est très mal cette semaine. Ouais, c'est sûr que les vitesses atteintes cette semaine, en course, on est... environ en effet 170 miles de moyenne, 275 km/h actuellement. Ça fait mal lorsqu'on a des voitures bien réglées comme les voitures de la Hendrick Motorsport, de la Roush Fenway Racing ou les quelques Toyota qui vont bien par rapport aux autres écuries qui forcément n'ont pas les mêmes moyens pour pouvoir régler, ajuster ces voitures, sachant qu'il y a de moins en moins d'ailleurs, il n'y a plus de séances privées, il n'y a plus d'essais. Attention, Sam Hornish Jr. en plein cœur de la piste. Heureusement, on a échappé à l'accident collectif. Sam Hornish et sa Penske, sa Dodge en travers qui provoque le 4e drapeau jaune. Oh, Bobby Labonte, regardez, on en parlait tout à l'heure. Il est maintenant dans cette voiture et on va lui demander. On va lui demander. Ah bon? On va lui demander, ah oui. Alors Bobby, on va lui demander comment ça va. Apparemment, ça va pas très fort. Lui qui espérait faire un bon résultat aujourd'hui. Regardez, Sam Hornish part à la faute. Il touche Clint Bowyer le 33. Oh, il évite Dale Earnhardt Jr. Et Clint Bowyer évite le mur. Johnson s'en tire bien. Logano aussi. Et apparemment, il y a eu un problème derrière puisque Labonte n'était pas impliqué dans cet accident. On va revoir ça depuis la voiture de Dale Jr. C'est juste derrière. Regardez, il touche. Clint Bowyer aurait pu partir dans le mur. Je pense qu'il a été déventé. En plus, autre précision aujourd'hui sur ce circuit du Texas, même s'il fait très beau, il y a des rafales de vent. Donc là, nous sommes dans une partie du virage qui n'est pas protégée par les tribunes et il peut avoir, il a pu avoir à la fois un petit coup de vent et aussi un problème de turbulence aérodynamique. Johnson est passé tout près de la catastrophe. Sam Hornish qui revient, qui va certainement passer par les stands, et Bobby Labonte apparemment qui a été aveuglé par la fumée et qui a été tapé le mur. Donc finalement c'est lui qui s'en tire le moins bien, le pauvre. Voilà, on va le voir regarder au fond de l'écran. Voilà, boum. Vous voyez, il est plein dans l'écran de fumée. Là, il a voulu éviter un autre pilote. Il a été tapé le mur. Malheureusement pour lui, l'homme du coin, le local boy, et son numéro 96, faut s'habituer. Bobby Labonte qui erre depuis qu'il est parti de chez Joe Gibbs d'écurie en écurie, qui essaie de retrouver son lustre d'antan, mais il n'a pas le matériel pour gagner des courses pour l'instant.
Quelques pilotes quand même ont fait les 16 courses disputées ici au Texas. On ne vient pas depuis très longtemps, on vous l'a dit, depuis 97. C'est Jeff Burton qui avait gagné la première course, Mark Martin la deuxième, et Terry Labonte, le frère de Bobby, qui avait gagné chez lui donc au Texas en 1999. Et Bobby Labonte d'ailleurs est parmi les pilotes qui ont fait toutes les courses ici avec 16 courses. Burton, Martin et Gordon. Oui, tout à fait. Mon cher Pat. Et voici le top 5. Il reste 100 tours. Jeff Gordon va-t-il arrêter sa série de courses sans victoire? Il en est à 47. En tout cas, il est en tête. Il reste maintenant 43 tours. On a un petit peu avancé dans la course. Oui, nous sommes au 293e tour. Ah, surchauffe pour David Ragan. Quel dommage. Parce il est resté dans les stands là, en effet. Ouais, regardez, la Chevrolet, la Ford sifflera 3 fois. David Ragan qui était dans le top 5 tout à l'heure, et ça lui faisait beaucoup de bien, David Ragan, parce qu'après avoir été la révélation de la saison 2008, cette année c'est très très dur pour lui, et malheureusement ça va pas être super non plus aujourd'hui, puisque la course est bien mal engagée maintenant. Greg Biffle a mené de nombreux tours depuis tout à l'heure, et Junior a été frotté le mur. Oui, mais c'est assez normal, on n'arrête pas de lui dire, faut qu'il arrête de monter comme ça là sur les trajectoires, d'aller véritablement rouler sur les marbles, vous savez, ces petites boules de gomme, ces résidus de gomme qui viennent s'entasser avec la force centrifuge sur le haut des circuits. Alors certes, on sait que Junior a ses trajectoires préférentielles, il aime bien rester en haut, mais là il était trop haut et il a glissé. Malheureusement pour lui, il va falloir qu'il s'arrête sous drapeau vert, et ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour lui. Attention à ce duel, Jeff Gordon, Carl Edwards. Alors Carl Edwards, on l'a dit en tout début de course, mais on va le répéter, Carl Edwards a gagné les 2 courses de l'année dernière disputées ici, c'est pas rien. Carl Edwards qui n'a pas encore gagné cette saison et qui est donc ici un petit peu chez lui. L'année dernière c'était son jardin, et il est en train d'attaquer Gordon. Belle bagarre entre les deux avec Stewart derrière qui est à l'affût. Alors on a vu en effet beaucoup Greg Biffle, on va dire dans le ventre mou de la course, c'est-à-dire en plein milieu de la course, qui a mené de nombreux tours, et Gordon à force de travail est revenu très fort, mais il n'est pas le seul à revenir. Il y a aussi un certain Jimmy Johnson qui avait une voiture, on va dire moyenne en début de course, et qui avec Chad Nose comme d'habitude a réussi à trouver des réglages, à travailler sur les châssis, sur les pressions des pneumatiques, et Johnson se porte de mieux en mieux. Attention, on sait qu'à moins de 50 tours de la fin, quand Johnson est dans le top 10, il y a toujours danger. Ceci dit, on oublie Johnson pour l'instant parce qu'il y a une sacrée bagarre, Philippe, pour bagarre, entre Carl Edwards et Gordon. Première place, ils sont dans le trafic, Gordon essaie de résister, et ça y est, Carl Edwards est passé. Gordon était un petit peu coincé par une voiture retardataire. C'est Max Papis, on l'a entreaperçu avec sa voiture numéro 13. C'est un dépassement important, à 38 tours de la fin. Carl Edwards va-t-il réussir à gagner 3 courses de suite ici au Texas? Regardez comme il prend l'avantage sur Jeff Gordon. Carl Edwards, l'homme, voilà, 3-time Texas winner, il a gagné 3 fois ici, mais surtout les 2 courses de l'année dernière. Et ça lui ferait une 4e victoire, ce qui le placerait dans les stats loin devant tout le monde, mais c'est pas encore fait. Et David Ragan rentre une nouvelle fois. Je pense qu'il a un véritable problème moteur. C'est les garages directement pour le numéro 6. Quel dommage, parce que c'est fini. Ça lui aurait donné du beau moqueur. Il reste sur vraiment des performances très très médiocres, David Ragan. Oups, I did it again. Il est encore revenu dans les garages. David Ragan est out et Carl Edwards est sur la piste. Attention, danger, à moins de 40 tours de la fin. Le triple vainqueur du Texas risque encore d'emporter la timbale cette semaine. Quoique, il n'y a pas de timbale à remporter ici. Il y a un Stetson, des bottes de cow-boy et 2 pistolets, bien sûr, qui sont armés avec des balles à main. Parce que sinon, c'est la tradition, quand on est sur la Victory Lane, on vous remet le chapeau et les pistolets et vous tirez des coups en l'air. Bang bang, comme dirait d'ailleurs une autre vedette qui peut-être est quelques longueurs plus loin ici au Texas, puisque ce jour, il y a aussi un grand rendez-vous que peut-être nos amis suivent de loin. C'est le rendez-vous de WrestleMania qui se déroule cette année au Texas, à Houston. C'est le Super Bowl du catch américain. Et bien voyez-vous, tous ceux qui aiment les sports américains cette semaine se retrouvent au Texas. Et pendant ce temps-là, le 14 de Tony Stewart dépasse Jeff Gordon, et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il est accompagné par David Gilliland qui est retardataire. Qu'est-ce qui se passe pour Jeff Gordon à 35 tours de la fin? Mark Martin ici, il est 4e, Mark Martin. Alors c'est incroyable, on pensait que les voitures de la Roche Fenway Racing seraient vraiment aux avant-postes, et on s'aperçoit que les voitures de Rick Hendrick font un excellent rendez-vous et surtout une excellente fin de course. Mark Martin qui revient très fort. L'expérience bien sûr ici sur le circuit, actuellement 4e Mark Martin. Il est à moins de 3 secondes du leader. Et vous avez vu, on touche un peu les freins quand même ici.
Et Jimmy Johnson, effectivement, qui a gagné la semaine dernière à Martinsville en écartant avec un dépassement magnifique Denny Hamlin. Alors il n'y a pas eu de polémique sur cette poussette de Sam Ornish la semaine dernière, puisque c'était vraiment du short track racing comme on dit. Alors que là on a un ralenti sur Sam Ornish Jr. qui vient encore de toucher le mur décidément après son travers de tout à l'heure, ce qui n'empêche pas d'être dans le tour toujours. Il n'y a que 16 ou 17 voitures dans le tour et il est parmi celles-là. Quand vous parliez de la touchette de la semaine dernière, vous parliez évidemment de Jimmy Johnson. De Jimmy Johnson qui avait poussé Denny Hamlin pour gagner la course de Martinsville. Il n'y a pas eu de polémique, même Denny Hamlin a dit écoutez, moi si j'avais été à sa place j'aurais fait pareil. That's racing comme on dit, 33 tours à boucler. Vous suivez actuellement le résumé de la NASCAR Sprint Cup diffusée sur AB Moteur tout au long de la semaine. Et en attendant bien sûr le prochain rendez-vous de la course nocturne. Ce sera l'une des premières courses nocturnes de la saison à Phoenix. Dans 15 jours. Elle sera diffusée en effet dimanche dans une semaine du coup, en fonction de l'heure et du jour à laquelle vous regardez ce résumé. Phoenix, ce sera à 19h30 dimanche. En léger différé. Voilà. Mais commenter dans les conditions du direct. Nous on sera à l'antenne et vous pourrez bien sûr comme d'habitude nous envoyer vos commentaires, vos questions sur le site d'abmoteur.tv. Nous vous invitons à rejoindre évidemment ces courses que nous commentons depuis une dizaine d'années en direct, parce que c'est une ambiance spéciale. Certes les résumés vous avez pratiquement tout ce qui se passe de la course, mais le direct attention, il perd le contrôle David Strem. Il y a une crevaison j'ai l'impression pour la numéro 12 de chez Penske. Oui, et un drapeau jaune qui tombe à pic, qui tombe au moment où pratiquement tout le monde devait s'arrêter parce qu'on avait un véritable problème là de ravitaillement. On se posait la question quand allaient-ils tous rentrer. Les leaders en effet avaient ce problème là. Et bien là il n'y aura plus de soucis. C'est un drapeau jaune qui tombe au bon moment pour le ravitaillement, le dernier ravitaillement de la course. Après s'arrête qui veut, s'arrête qui peut et échange ceux qu'ils veulent, 2 ou 4 pneus. On va voir ça dans un instant. Et ça va être très important cet arrêt au stand. Et là on voit David Strem, il a déjà tapé le mur à ce moment là, il a déjà été attention, il y a Montoya qui est gêné derrière. Montoya toujours dans le top 10. Et là on voit au moment où il perd le contrôle après avoir tapé le mur. Il y a dû avoir effectivement une crevaison. Dommage parce que David Strem faisait une très bonne course mine de rien. On n'en parle pas beaucoup de David Stremy comme ils disent là-bas, parce que c'est vrai qu'il ne fait pas des résultats enthousiasmants pour l'instant, mais aujourd'hui il était en forme. Dommage. L'avantage c'est qu'il y a un drapeau jaune, donc il va pouvoir peut-être passer au stand en même temps que les autres sans perdre de tour. Et finir dans le tour aujourd'hui c'est déjà pas mal. Alors tout le monde a la pression là, on est très concentré. Il va falloir essayer de faire plus vite que le petit copain. Oui. Carl Edwards va arriver donc il est ici, en tête. Là, il est ici bien installé aux avant-postes. Carl Edwards derrière le pace car. C'est le ravitaillement à ne surtout pas louper. Là on suit ici Tony Stewart. On a vu ces mécanos qui étaient prêts sur le muret à bondir sur la ligne des stands. À mon avis tout le monde va prendre 4 pneus. Il reste quand même 30 tours à faire. Et effectivement là c'est il n'y a pas eu beaucoup de drapeaux jaunes aujourd'hui, il y en a eu 6. On n'est pas loin du record de l'année dernière. Et attention, l'heure de vérité. Carl Edwards, Tony Stewart, c'est parti. Jeff Gordon et Mark Martin. Et pour une fois, chers amis, regardez bien ces images, elles sont rares. Dans les résumés, nous n'avons pas toujours les ravitaillements. Celui-ci compte bien sûr pour la gagne. On est ici avec Carl Edwards. Carl Edwards avec une caméra embarquée. Oh, il y a eu des problèmes sur l'avant gauche. Oui, ça, on met du temps sur la voiture de Carl Edwards alors que Jimmy Johnson est déjà reparti. Attention, on va suivre Matt Kenseth également qui suit Johnson. Jeff Gordon est un petit peu plus aux avant-postes dans cette ligne des stands. C'est même lui qui va peut-être repartir devant Jimmy Johnson. Oui, Gordon est en train de repartir devant tout le monde. C'est confirmé et Carl Edwards n'est toujours pas. Si Carl Edwards est là, mais il est derrière Juan Pablo Montoya. Gordon, Stewart, Johnson, Biffle, Mark Martin et Carl Edwards n'est pas là. Il n'est pas dans le top 10, il est 11e. Où est-il? Incroyable, il y a eu des gros problèmes pour Carl Edwards. C'est une catastrophe dans l'équipe 99 qui avait la course en main et qui perd plus de 10 places sur ce ravitaillement crucial. On va peut-être le revoir. Il est 11e Carl Edwards et c'est bien Jeff Gordon qui va repartir devant Tony Stewart qui lui aussi a fait un excellent ravitaillement. Regardez les mécanos ici de Gordon. Et le mécano au premier plan, en plus de cela, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un catcheur. Et regardez la tête de Carl Edwards, regardez la tête, il dit c'est pas possible, on a raté le pit stop. Alors je sais pas s'il va... en général les pilotes sont à fond et ils disent des mots doux à leur équipe. J'espère qu'il va
tenir Tout sa est langue. encore possible, Pat. Regardez, il reste une vingtaine de tours encore. Drapeau vert agité. Allez, c'est reparti avec Jeff Gordon qui relance devant Tony Stewart. Les Chevrolets ont pris le pouvoir. Derrière, il y a Johnson, encore une Chevrolet. Greg Biffle est le mieux placé pour l'écurie Roush Fenway Racing, est le mieux placé pour les Ford. Et Marc Martin est même à l'affût. Attention, il y a vraiment la Hendrick Power sur ce restart à moins de 30 tours de la fin. Voilà, et on voit qu'il y a des travers, un restart évidemment crucial lui aussi, il ne faut pas se rater, il y en a peut-être qui vont prendre des risques. On a souvent vu des accidents sur ces restarts tardifs. Attention à être bien attentif. Jeff Gordon a fait un super bon restart. En tout cas, il a écarté un petit peu. Il s'est écarté de tous ses concurrents pour l'instant. Il y a eu beaucoup de problèmes de pneus aujourd'hui. Dale Earnhardt Jr. a eu 2 fois des mauvais trains. Et Johnson qui passe Stewart. Et on a vu en effet que Carl Edwards également a souffert à ce niveau-là. Johnson revient. Attention, Johnson à 25 tours de la fin. Il n'a jamais été aussi bien classé. Quand il commence à être comme ça, forcément, c'est dangereux pour les autres. Mais va-t-il aller chercher son propriétaire? Car rappelons-le, Johnson, numéro 48, c'est 2 fois 24. Ça veut dire simplement que Jeff Gordon est propriétaire avec Rick Hendrick de cette voiture 48. Les deux hommes ont déjà été dans la même situation auparavant, il n'y a jamais eu de souci. Et on encourage Jimmy Johnson à aller chercher Jeff Gordon. Là, il n'y a plus de coéquipiers qui tiennent. Il y a une victoire en jeu. Jeff Gordon, évidemment, maintenant qu'il la tient dans ses mains, il va essayer d'aller la chercher. Ça fait trop longtemps qu'il attend Jeff Gordon. Et en plus, il ferait coup double puisqu'il gagnerait pour la première fois sur ce circuit du Texas. Grosse bagarre également fratricide ici entre Greg Biffle et Matt Kenseth. Sous le regard de Marc Martin, Dale Earnhardt Jr. est encore très haut là sur la piste. Mais Junior, j'ai l'impression, n'est même pas dans la bataille. Là, il est à un tour. Junior est à un tour. Et oui, il était en train de s'arrêter tout à l'heure, oui, tout à fait. Le problème de pneumatique dont je vous parlais à l'instant. Oui, puis comme il a tapé le mur, il s'est tout arrêté sous le drapeau vert. C'est ça qui lui a fait aussi perdre un tour. Bagarre entre les deux coéquipiers de la Roush Racing, mais on les attendait plutôt en tête avec Carl Edwards. Et là, en tête, ce sont les deux voitures de chez Hendrick. On ne peut pas dire que ce soit une grosse surprise non plus, parce que bon, c'est les deux écuries les plus importantes. Mais sur ce circuit, on aurait plus mis nos billes sur la Roush Fenway Racing et leur Ford. Dans les 20 derniers tours, vous avez vu Carl Edwards qui essaye désespérément de gagner des places. C'est quand même décourageant pour un pilote d'arriver dans les stands à 35 tours de la fin en première place et de repartir 11e. Je pense qu'il va y avoir un sacré débriefing ce soir dans l'écurie 99. Quand on est pilote, on n'aime pas beaucoup ça. Demandez à Kurt Busch ce qu'il en pense, puisque la semaine dernière dans la radio, il a quasiment insulté son patron. Roger Penske qui lui disait, alors que ça allait pas du tout sur la piste. Il n'a pas vraiment insulté, il lui a un peu manqué de respect. Il lui a pas bien parlé. Roger Penske qui est un propriétaire très respecté de ses employés et même du reste du paddock, qui disait t'inquiète pas Kurt, ça va aller, on va s'arranger. Non, ça va pas du tout, si tu savais mon gars ce que je suis en train de conduire, tu dirais pas ça. Et le ton est un peu monté entre les deux. C'est surtout le mon gars qui n'a pas tellement plu au capitaine Roger Penske. En général, on l'appelle boss. Oui, c'est ça. Et c'est ce que disait Jeff Gordon. Nous aussi, vous savez, quand on parle dans la radio, on regrette de dire des choses parfois dans le feu de l'action. Le seul truc, c'est que moi, j'ai jamais dit mon gars à Rick Hendrick. D'ailleurs, il l'appelle boss. Jeff Gordon, quand il parle à Rick Hendrick, il l'appelle boss. Et suite à cette affaire, d'ailleurs, Kurt Busch a dit c'est dommage que tout le monde puisse entendre cette conversation radio. Il faudrait qu'on coupe ça et que ça reste privé. Et la NASCAR a bien sûr confirmé que ça restait en écoute libre. Tout le monde peut entendre les conversations radio. Chad Noss, qui était encore la star de la semaine dernière, puisqu'il avait réussi à régler la voiture de Jimmy Johnson sur la fin de la course de Martinsville pour aller l'emporter. Va-t-il faire pareil? Et peut-être la star de cette semaine, ce sera Steve Letarte ici, le chef mécano de Jeff Gordon. Les deux hommes sont ensemble déjà depuis un peu plus de 2 ans. Et c'est vrai que ça fait 47 courses que Jeff Gordon n'a pas gagné. 47 courses. Alors s'il vient en plus de cela gagner ici au Texas, l'un des très rares derniers circuits où Jeff Gordon n'a jamais été sur la Victory Lane, alors là ce serait la cerise de Cherry on the cake. Et là on amènera même le lapin en plus. Oui, alors que Biffle dépasse Kenseth pour la 4e place. 17 tours encore à boucler, 17 comme la voiture de Matt Kenseth qui tout à l'heure a mené.
Est-ce qu'on va finir avec les voitures Hendrix? Est-ce qu'on va finir avec les voitures de la Roche Fenway Racing? Attention, là, il y a Kasey Kahne qui a eu un petit souci, qui est sorti de la trajectoire. Il est remonté très haut et il a perdu peut-être une place, voire même deux. Kasey Kahne, on le retrouve ici en caméra embarquée en difficulté. Et à noter l'excellente course de Montoya, qui est 7e sur ce circuit. Le voilà, Juan Pablo Montoya, avec son numéro 42. Très très bonne course de Montoya qui commence à être régulier, ça commence à être intéressant pour lui. Kurt Busch est là aussi, il est en train de dépasser son frère, mais son frère Kyle Busch, c'est dangereux. Ouais, Kyle Busch est revenu de 2 tours de retard à 1 tour de retard. C'est énorme ce qu'il a fait, malheureusement ce ne sera pas suffisant, il reste trop peu de tours et trop de monde devant lui à un tour. Il faudra encore qu'il y ait au moins 2 ou 3 drapeaux jaunes pour qu'il puisse encore revenir. David Rottiman, lui par contre tout à l'heure était en difficulté, on ne l'a pas vu sur ce résumé, mais il était à un tour aussi. Il était à un tour, il a réussi à avoir la place de Lucky Dog, donc être invité lors d'une neutralisation à revenir dans le tour des leaders. Et regardez, il a refait son retard, il a remonté tout le trafic et maintenant il est à la porte du top 10, me semble-t-il, David Rottiman. Comme quoi, s'il n'avait pas eu ce problème-là, il aurait peut-être pu jouer la victoire ou voire même la victoire. Et Carl Edwards lui aussi aurait dû disputer la victoire, mais ça sera trop juste pour aller chercher les premières places. Il est en train de se battre pour gagner des positions. Là, c'est pas pour une position. Attention, il est déventé par la voiture de Kyle Busch, Carl Edwards, alors qu'ils sont pas dans le même tour tous les deux. Oui, la dernière fois qu'on a gagné depuis la pole position, là c'est pour faire référence évidemment à David Rottiman dont je parlais à l'instant, c'est Kasey Kahne qui avait gagné depuis la pole ici en 2006. Alors on le disait tout à l'heure en début de retransmission, c'est l'une des pistes les plus rapides de la saison, tellement rapide que quand le Champ Car a voulu débarquer ici il y a de ça quelques années, la course avait été annulée après les premiers essais parce que les monoplaces du Champ Car, qui sont on vous le rappelle des monoplaces turbo-compressées, à la différence des voitures atmosphériques de l'IndyCar, et bien ces voitures-là étaient trop rapides sur ce circuit et les jets latéraux subis par les pilotes les empêchaient véritablement de bien conduire. Il y avait des troubles de la vue et voire même quelques étourdissements tellement ça tournait vite. C'est pour vous dire si ça va très très vite, y compris ici en NASCAR. Bien sûr, on ne parle pas de Talladega ou de Daytona dans cette série Sprint Cup, puisque on le sait, ces deux grands circuits sont tellement rapides qu'on est obligé de brider les moteurs. D'ailleurs, à propos de Talladega, prenez déjà note, on y sera dans 3 semaines. C'est le premier grand rendez-vous après Daytona, le premier grand rendez-vous des fans de NASCAR. Dans 3 semaines, Talladega à suivre en direct sur AB Moteur. Et David Strimmy, l'homme qui avait provoqué le drapeau jaune tout à l'heure, n'est pas si mal que ça, puisqu'il est toujours dans le tour, aux alentours, il est dans le top 15. Oui, vous vous rendez compte, là on est à presque 10 tours de la fin, et il y a moins de 20 voitures dans le même tour. Sur ce rendez-vous du Texas, une nouvelle fois, la vitesse a fait la différence. Et l'écart entre Gordon et Johnson, le voilà, le leader Jeff Gordon est à peu près d'une seconde et demie. Vous voyez la distance qui sépare les deux hommes. Voilà, elle est montée à 1 seconde 8 maintenant, donc ça sent bon pour Jeff Gordon. S'il n'y a pas de drapeau jaune, évidemment. Ouais, c'est pas encore fait attention, baisser la tête, parce que là, nous sommes sur la piste. Oui, avec le cri de la marmotte, comme d'habitude. La marmotte a peur, c'est normal. Ça amuse beaucoup nos amis américains. Ou de la taupe, le cri de la taupe aussi. Je ne sais pas si c'est une marmotte ou une taupe. Stewart est 3e, Biffle 4e, Kenseth est 5e. L'écart s'est creusé entre les pilotes. S'il n'y a pas de drapeau jaune d'ici la fin, ça sent très bon quand même pour Jeff Gordon. Alors ce sera vraiment un coup de tonnerre que de gagner aujourd'hui ici au Texas pour le numéro 24. Regardez l'écart vacille entre lui et Jimmie Johnson. Pour l'instant, il n'y a pas de remontée significative. C'est tout ce qu'on peut dire. Quelques dixièmes de plus ou de moins suivant les tours. On n'a pas vu trop de problèmes de pneumatiques aujourd'hui en plus, hormis bien sûr dans les stands avec des ravitaillements difficiles ou des mauvais trains, des pneus successifs pour Dale Earnhardt Jr. Donc on ne pense pas pouvoir subir une neutralisation d'ici 10 tours. Il n'y a pas non plus tellement de bagarres dans le trafic. Les écarts sont tellement larges que tout va bien pour l'instant pour Jeff Gordon. Voilà, 47 courses depuis octobre 2007, il n'a pas gagné Jeff Gordon. Et il a 0 victoire au Texas, même s'il a fait de bons résultats. Il n'y a plus que 2 pistes qui lui résistent de toute la saison, sur les 22 pistes qu'on visite. Puisqu'il y a 36 courses, mais il y a des pistes qu'on visite 2 fois par an. Donc il n'y a que 22, je crois que c'est 22 pistes, il faut que je vérifie.
Et il n'y a que 2 pistes sur lesquelles Gordon n'a jamais gagné. C'est les pistes assez récentes de la NASCAR. Le Texas, ici donc, on vient depuis 97, et l'autre c'est Miami, qui a commencé à être un rendez-vous NASCAR aussi dans les années 90. Eh bien, il risque de faire Miami aujourd'hui sur la Victory Lane avec Miss Sprint Cup, puisqu'il risque de l'avoir dans son dos, puisque dans quelques instants, Gordon peut prétendre à la victoire, peut se retrouver en effet enfin sur la Victory Lane aujourd'hui. La dernière course remportée par le Rainbow Warrior, l'homme aux 4 titres, c'était au Loves Motor Speedway. Un circuit fétiche pour la Hendrick Motorsports, mais surtout un circuit fétiche pour Jimmie Johnson. Ouais, un écart qui s'est un petit peu réduit avec Johnson. Il reste 5 tours et demi. Gordon doit encore faire face à une petite difficulté, c'est bien gérer les retardataires. Oui, comme par exemple Max Papis, là, numéro 13. Vous voyez, il est un petit peu gêné là, Jeff Gordon. Max Papis n'a pas trop d'expérience sur les ovales. Il a été obligé de lever un petit peu le pied. Attention, Jimmie Johnson est revenu à 1 seconde. Moins d'1 seconde même, regardez. Vous voyez, il a perdu 1 seconde sur ce petit relâchement de l'accélérateur. Il était à 1,8, il passe à 0,8. Il peut revenir encore, Jimmie Johnson, 5 tours. C'est long, mais c'est court. Comme le chantait Véronique Sanson, mais ça, c'est une autre histoire. Jimmie Johnson à la poursuite maintenant de son boss. Jimmie Johnson qui fait le maximum, Jimmie Johnson, il va tout essayer. C'est une des qualités de Jimmie Johnson. On ne peut pas le taxer d'être calculateur sur des courses comme ça. Il va tout essayer pour aller, chercher Gordon. Ça y est. Alors bien sûr, on ne va pas le comparer au grand Dale Earnhardt Senior, il dit Intimidator, mais c'est vrai que quand on voit dans les derniers tours revenir dans son rétroviseur Jimmie Johnson, même quand on est Jeff Gordon, on peut se poser des questions. Bien sûr, Jeff Gordon a l'expérience des derniers tours, sait comment gagner une course, et Steve Letarte est en train de calculer les écarts. Jimmie Johnson a fait un gros écart, ça prouve bien qu'il est au taquet pour essayer d'aller chercher Gordon. Il est à fond, comme vous dites, Philippe, et l'écart se réduit entre les deux hommes. Une demi-seconde entre les deux. Ouais, 2 tours et demi ici, c'est encore possible. Jeff Gordon maîtrise, alors c'est ce qui lui a manqué depuis le début de la saison. Tous les observateurs ont pu le relever, et les fans bien sûr de Jeff Gordon qu'on a régulièrement sur le site d'MMoteur.tv en direct tous les dimanches soirs lorsqu'il y a des courses également l'ont relevé. C'est vrai que Gordon a été toujours très régulier, mais n'a pas été un bon finisseur depuis le début de la saison. Il semblerait qu'aujourd'hui, à 2 tours de la fin, on puisse dire que Gordon est sur une très bonne lancée. Derrière, il y a aussi une bagarre à suivre. Et Biffle vient de passer 3e devant Tony Stewart. Tony Stewart qui contre-attaque, mais on se concentre de nouveau sur la première place à 1 tour et demi de la fin. Biffle est passé 3e, mais pour l'instant Gordon est toujours en tête. Là il a maintenu l'écart sur ce tour. Sur Jimmie Johnson, ça va être très compliqué pour Johnson quand même d'aller le chercher dans le dernier tour. Nous sommes embarqués ici avec la caméra arrière de Casey Kane et le drapeau blanc agité, ça veut dire que nous sommes dans le dernier tour. Attention, Johnson a encore un tour pour aller chercher Jeff Gordon. Ouais, ça sera trop juste. Et oui, ça va être trop juste, à moins d'un problème qu'on ne souhaite pas bien sûr, mais pour l'instant voici le top 10, il s'affiche en haut de l'écran avec les numéros des voitures. Bon, ça va être un grand moment, Philippe, auquel on va assister. Sans doute Jeff Gordon va renouer avec la victoire, et c'est pas vraiment étonnant quand on regarde le début de saison qu'il a fait. 6 top 10 en 7 courses, c'est la première victoire depuis octobre 2007 pour Jeff Gordon. Top, c'est fini. Jeff Gordon l'emporte au Texas, doublé de chez Hendrick avec Jimmie Johnson 2e, Biffle 3e, 4e Stewart, 5e Mark Martin, 5e Kenseth, 6e Mark Martin. Et on retrouve Jeff Gordon sur la Victory Lane, sa 82e victoire en 552 départs et sa première ici au Texas après 47 courses. Sans aucun trophée, sans aucune victoire. Et bien voilà, après 16 courses, vous voici enfin sur la Victory Lane ici au Texas. Ouais, je dis bonjour à Ingrid et la petite famille qui me regarde à la télé aujourd'hui. C'est vraiment très ironique parce que je n'ai pas gagné depuis longtemps et je gagne ici sur un circuit où je n'avais jamais gagné avant. C'est assez étrange. Mais je suis très content de gagner à Texas, c'est un endroit magnifique. C'est une équipe incroyable. On est en train de faire une saison fantastique. Je fais des résultats incroyables depuis le début de saison et on n'est pas au bout de nos surprises, je pense. C'est vrai que je remercie Rick Hendrick d'avoir cette équipe et tous les sponsors d'être avec nous. Et oui, ça faisait 47 courses sans victoire.
Je dis bonjour à Rick, je sais pas où il est, mais... Ah bah je l'ai au téléphone. Eh bien, on va le laisser au téléphone. Gordon a 162 points d'avance, toujours leader au classement général. Marc Martin a gagné 8 places, Biffle en a gagné 9. Et regardez, Jeff Burton arrive enfin dans le top 12. La semaine prochaine, pas de NASCAR, mais on se retrouve à Phoenix dans 15 jours à 19h30. Le 19 avril, ce sera en léger différé à 19h30 pour la course de Phoenix dans l'Arizona. Salut à tous. Bonne semaine sur AB Moteur.